Et l'invité de Tir Croisé, c'est Laurent Wauquiez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire UMP, ancien ministre chargé des Affaires européennes, fondateur de la droite sociale et auteur de ce livre « Europe, il faut tout changer » aux éditions Odile Jacob. On va en parler dans un instant. L'actualité, c'est le pacte évidemment de responsabilité, 50 milliards d'euros d'économie. Il a été présenté ce matin au Conseil des ministres. En l'état, est-ce que vous le voterez? Non. Il y a des bonnes choses dedans. Et je ne veux pas être dans une opposition stupide. Les bonnes choses, notamment, c'est de baisser les charges sur les entreprises. Mais il y a une profonde hypocrisie dans ce pacte. Le pacte, je l'ai regardé avec attention ce matin à la Commission des finances. Il repose sur une présentation qui consiste à nous dire « Soyez tranquilles, il n'y aura plus d'augmentation d'impôts ». C'est ce que souligne d'ailleurs Frédéric Lefebvre, UMP, qui va le voter, qui dit « Je vais voter ce texte parce qu'au moins, il n'y a plus d'augmentation d'impôts ». Très rassurant. Et donc, quand on lit ça, on se dit... Très rassurant de la part de Frédéric Lefebvre. Très rassurant quand on lit la première page. Sauf qu'il faut tourner la deuxième page. Et on se dit le pouvoir d'achat va être préservé. Et après, on regarde le détail des mesures du pacte. Or, le détail des mesures du pacte, c'est qu'on tape sur les prestations des Français. Politique familiale, le gel du point d'indice, le gel des prestations sociales. Et que quand vous faites les paquets, un énorme paquet est à nouveau pris dans la poche des Français et très peu sur les baisses de dépenses de fonctionnement administratif. Et ça, moi, je ne peux pas signer. Parce qu'en réalité, ce sont des augmentations d'impôts déguisées. On essaie de rassurer les Français en leur disant « Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'augmentation d'impôts ». Mais on a juste changé des augmentations d'impôts en non-augmentation des prestations. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'État qui fait des efforts sur son fonctionnement administratif, c'est à nouveau les Français qui vont devoir faire des efforts sur le porte-monnaie. Et pour moi, le contraste est évident avec Cameron, avec Angela Merkel, avec Matteo Renzi, où les principaux efforts portent sur la baisse de la dépense publique. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous le votiez, ce texte? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que le gouvernement socialiste reprenne le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, comme l'avait proposé et fait Nicolas Sarkozy? Ce qu'il faut évidemment, c'est taper sur la dépense publique. Par exemple, les propositions qui sont faites sur les collectivités locales, elles sont repoussées à 2021. Je vais vous poser une question. Mais après, Si vous me répondrez permettez, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je vous répondrai sans aucun problème. Vous pensez qu'au total, avec ce pacte, la dépense publique augmente ou n'augmente pas d'ici 2017? D'après ce que dit le gouvernement, elle n'augmente pas. Elle augmente de 40 milliards d'euros. C'est-à-dire que le pacte repose sur une augmentation de la dépense publique en France d'ici 2017 de 40 milliards d'euros. Donc on trompe les Français, on leur dit des... Bien sûr, et ça repose sur ce que j'appelle une tartufade. On fait semblant de faire un pacte consistant à baisser la dépense publique. La dépense publique augmente et c'est les Français qui payent. Un fonctionnaire sur deux, est-ce qu'il faut renoncer au remplacement d'un fonctionnaire sur deux? Il faut remettre en place ça. Parce qu'on voit bien que quand on ne fait pas ça, à l'arrivée, on baisse les salaires des Il y fonctionnaires. a trop de fonctionnaires en France, selon vous? Moi, je préfère moins de fonctionnaires, notamment sur un certain nombre de domaines, et en revanche, des fonctionnaires mieux payés. Donc il y en a trop? Je pense qu'il y a des endroits où on peut faire des économies. Prenons, mais là encore, plutôt que de jeter, moi j'aime bien quand c'est concret. On a 41 caisses de retraite en France. L'Allemagne en a à peu près 3 fois moins. Si on arrivait à avoir un système de retraite avec moins de caisses de retraite, on pourrait mutualiser les systèmes, rendre le même service public, mais moins cher. Ça, c'est un exemple concret. Pourquoi est-ce que dans ce pacte, il n'y a aucune piste concrète d'économie de ce genre? C'est ça qui me gêne. Tout de même, il y a le gel du point d'indice des fonctionnaires qui sera maintenu jusqu'en 2017, sans clause de revoyure, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce matin. C'est suffisant? Mais non, c'est pas suffisant, parce que là encore, les fonctionnaires, c'est les Français. C'est eux qui vont faire les efforts. C'est pas une amélioration du fonctionnement administratif. Qu'est-ce que fait Angela Merkel? Qu'est-ce que fait David Cameron? Qu'est-ce que fait Matteo Renzi? Il regarde le fonctionnement et il dit, voilà, on va essayer de fusionner des agences. On va essayer, par exemple, Matteo Renzi le fait, je trouve que c'est symbolique, mais au moins ça parle. Il vend tous ses véhicules de fonction sur eBay. Bon, là au moins, on voit ce que c'est que la baisse. Oui. Franchement, c'est anecdotique. Oui, mais Madame Vendre Ferrari... des véhicules de fonction sur oui, eBay. mais Madame Ferrari, dans cette période, on a besoin de symboles. Moi, je plaide par exemple aussi pour la suppression des régimes de retraite spéciaux des parlementaires. Pourquoi? Parce que si l'exemple ne vient pas d'en haut... Pourquoi pas les régimes spéciaux tout court? Parce que je préconise la suppression des régimes spéciaux. Mais vous ne supprimez pas les régimes spéciaux de retraite si vous ne commencez pas par montrer l'exemple. Les députés ont un régime spécial de retraite. Il faut commencer par supprimer le régime spécial de retraite des parlementaires. Et après, une fois que vous avez montré l'exemple, vous pouvez enchaîner. Quand on décide de vendre les véhicules de fonction, ensuite vous pouvez enchaîner. Parce que vous avez commencé par montrer que vous-même, vous étiez prêt à vous appliquer les efforts. Je ne vois pas ça dans ce plan. Est-ce que pour créer des emplois, il faut par exemple étendre le travail du dimanche, comme l'a proposé Laurent Fabius, contre-courant de son gouvernement, a priori? Je ne suis pas fermé. C'est-à-dire que sur certaines zones touristiques, on puisse ouvrir un peu plus le travail le dimanche, que sur certains pôles d'achat ou certains centres commerciaux, on puisse le faire. J'y suis pas fermé. Ce que j'aime pas, c'est ce débat français typique du tout ou rien.
C'est-à-dire c'est soit tout ouvert le dimanche, soit tout fermé le dimanche. Un peu de pragmatisme. Est-ce que l'UMP qui propose 130 milliards d'euros d'économie sur 5 ans, c'est réaliste selon vous? Vous voulez mon sentiment? Oui. Très simple, très clair. Commençons par faire nos preuves dans nos collectivités locales. Avant de donner des leçons au pays entier? Oui, parce que je pense que sinon les gens ne nous croient pas. Vous voyez, moi je suis maire. Depuis que je gère ma ville, j'ai essayé de ne pas augmenter la dépense publique. On y est arrivé. Ça fait 2 ans maintenant que je baisse les taux d'impôt. Ce que je voudrais, c'est qu'à l'occasion des municipales, dans toutes les villes qu'on a pu gagner, on apporte la même démonstration. Plutôt que d'avoir ces mêmes discours sempiternels, vous êtes dans l'opposition, chiche, on va faire 80 milliards d'économies, 100 milliards d'économies, et puis quand vous êtes au pouvoir, vous ne le faites jamais. Ayons la modestie de commencer par apporter la preuve dans ce qui relève de notre responsabilité pour l'instant, nos collectivités locales. C'est ce dont vous créditez Jean-François Copé, donc qui propose ces 130 milliards d'économies sur ça. Non, ce que je propose, c'est qu'on fasse la preuve par l'exemple. Voilà. Et j'aime bien qu'on fasse la preuve par l'exemple. Ok, on va accueillir maintenant Jean-Claude Dacier dans Tir-Croisé. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Laurence, bonsoir M. Piquet. Bonsoir Monsieur Dacier. Nous allons parler de l'Europe, nous allons parler de votre Tant livre. mieux. Votre livre qui vous a valu des commentaires peu amènes de la part de vos amis. On va y revenir. Je voudrais d'abord un mot de votre part, un mot de commentaire sur le sondage qui a été publié ce matin dans le Figaro, sondage européen LCI-IFOP, qui porte sur la circonscription de l'Est. Et le FN est largement en tête. C'est une confirmation. Hein. Est-ce que vous pensez que le Front National, le soir du 25 mai, sera le premier parti de France? Monsieur Dacier, mon job à moi, c'est pas d'être commentaire politique et c'est pas de lire dans la mare de café. Par contre, c'est d'en tirer des conclusions. Et les conclusions que j'en tire, c'est que si l'UMP laisse le débat des européennes être phagocyté entre d'un côté les euro-optimistes, qui nous expliquent que tout va bien, j'aime tout le monde, hein, mais Europe mon amour, etc. Enfin voilà. Alain Juppé, ça. Oui, c'est une grosse allusion à Alain Juppé. Oui, absolument. Et de l'autre côté, les eurosceptiques qui proposent le repli national, eh bien nous, on ne trouvera pas notre place. Et moi, je plaide pour un discours européen qui soit fort, qui soit clair, qui soit euro-lucide, qui accepte de dire l'Europe ne marche plus. Et si on veut la remettre dans le bon chemin, il y a un certain nombre de ruptures qu'il faut assumer, parce que l'Europe, telle qu'elle a évolué depuis 20 ans, s'est mise dans une impasse. Alors ça, c'est votre bouquin. Le bilan que vous faites, c'est vrai, j'ai lu votre livre. Merci. Est terrible. Non, c'est un bouquin solide, c'est un bouquin documenté, vous avez beaucoup travaillé. Mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution du continent européen depuis 10-15 ans, pas de croissance, 26 millions de chômeurs, pas ou plus d'idées ou de grands projets, Europe passoire, les problèmes d'immigration, de frontières, etc., fermer le banc. Est-ce que vous pensez que quand on fait ce constat, les Français vont être dissuadés de voter Marine Le Pen, c'est-à-dire aux extrêmes? Encore une fois, j'y reviens. D'abord, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il fait jour qu'on est obligé de dire qu'il fait nuit. Oui, je considère que l'Europe ne marche plus. Et je pense qu'il faut qu'on le dise. Mais les conclusions que j'en tire ne sont pas du tout celles d'un repli national. De ce point de vue, et le livre que j'ai écrit est d'abord une vraie volonté de refuser qu'on ait un faux débat européen. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus d'idées neuves sur l'Europe? Ça fait combien de temps que plus personne n'accepte de se dire, bon, voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à faire changer le fonctionnement européen? Donc, d'abord, ce que j'ai voulu, c'est jeter un pavé dans la mare et obliger tout le monde à faire de ces élections européennes un vrai débat. Est-ce que les États ne sont pas aussi un petit peu responsables? Est-ce que Bruxelles n'est pas un bouc émissaire facile? Franchement, est-ce que Bruxelles est responsable de notre dette, responsable du fait qu'on ne sache plus faire de croissance, responsable de nos chômeurs? Bien sûr que non. Il y a d'abord une responsabilité, et je le dis très clairement dans le livre, il y a d'abord une responsabilité nationale. Si la France est dans cette situation, c'est d'abord parce que, toutes d'ailleurs tendances confondues, on n'a pas suffisamment fait bouger notre pays. Et l'Allemagne montre qu'on peut réussir. Mais il y a aussi des problèmes européens. Je voudrais qu'on en aborde de façon très concrète. Le premier problème, c'est qu'on a beaucoup trop élargi l'Europe. 28 pays membres. 28 pays membres. Avec des écarts de salaire qui vont de 1 à 6. En mettant dans ce cadre-là la liberté de circulation. Okay. À l'arrivée, il ne faut pas s'étonner. On récupère des problèmes comme effectivement les travailleurs détachés, où vous avez des salariés d'Europe centrale qui travaillent dans les pays d'Europe occidentale en continuant à appliquer les règles du droit du travail de chez eux. C'est vrai. Sur ce point, tout de suite, votre solution, c'est un peu on efface tout et on recommence, oui. Comme dans les années 58-60, c'est-à-dire qu'on revient à un noyau dur. Un noyau dur. 6, 7, vous mettez même pas le Luxembourg, paradis fiscal. Bon, ça ne va pas faire plaisir à M. Juncker. Est-ce que c'est réaliste, franchement? Je ne dis pas que c'est idiot, mais est-ce que c'est réaliste? On a beaucoup avancé. D'abord, je refuse la fatalité. Et je vois bien en politique une petite tendance actuelle qui consiste à avoir ce que j'appelle des nains politiques. C'est-à-dire des gens qui sont pris dans le système, ne sont plus capables à un moment de renverser la table.
Il y a une époque, on avait des De Gaulle, des Pierre Mendès France, des Jaurès, c'est l'actualité aujourd'hui, qui étaient capables de changer le mode de pensée. Aujourd'hui, on a l'impression que les politiques français ont des petites visières, des petites visions, et qui restent enfermés dans le système dans lequel on s'est piégé. L'élargissement est un problème ? Eh bien, il faut être capable de changer. Et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de recréer un noyau dur, dans lequel, sur ce noyau dur, on ferait ce qu'on aurait dû faire à la fin des années 80, c'est-à-dire une vraie harmonisation fiscale, un même taux d'impôt sur les sociétés, un même fonctionnement social. Et à côté, on garde l'espace à 28, mais qui sera une zone d'échange économique, pas plus. Parce que quand vous mettez autant de pays différents autour de la table, ça ne peut pas fonctionner ici. Qu'est-ce que vous faites de l'euro ? On garde l'euro, et pour moi c'est à 3 étages, cette zone d'échange économique à 28, l'euro avec 18 États membres, où on fait une convergence, c'est-à-dire on essaye de se rapprocher petit à petit, et le noyau dur à 6, où on fait vraiment les politiques ensemble. Là, c'est pour moi le cœur de l'Europe, et c'était cette époque où l'Europe marchait. C'est l'époque où on a fait Airbus, on a fait la politique spatiale européenne, on a fait la relance de l'industrie européenne, et ça marchait. Alors, je ne suis pas nostalgique, parce que ce que je propose, c'est bien une marche en avant. C'est bien de proposer qui est d'accord pour faire ce pas supplémentaire en termes d'intégration, mais pas à 28. Parce qu'à 28, ça ne marchera plus jamais. Vos amis de l'UMP ont été durs. Alors c'est vrai qu'il y a pratiquement autant d'idées sur l'Europe que d'orateurs depuis quelques semaines ou de quelques mois. Je ne sais pas ce que ça va donner pendant la campagne. D'ailleurs, pour l'instant, la campagne n'a pas vraiment démarré. Mais quand Jean-Pierre Raffarin vous dit « Comment peut-on, en parlant de vous, être surdiplômé, comme tu l'es, lui, et faire du Marine Le Pen ?» Je vais vous dire surtout ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait parfois sur l'Europe une certaine myopie par rapport à ce qui est en train de se passer dans le pays. Les Français et les Européens ne comprennent plus que la préférence communautaire soit devenue un gros mot. Les Français et les Européens ne comprennent plus, par exemple, qu'on ait mis des milliards d'euros pour développer l'industrie photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques, et qu'on n'ait même pas été capable de mettre une clause pour que ce soit des entreprises européennes qui en bénéficient. Cet argent a fait tourner les entreprises en Chine. Les Américains ne sont pas du tout aussi bêtes que nous. Ils ont développé leurs panneaux photovoltaïques, mais pour les entreprises américaines. Ça ne vous touche pas ce que dit Jean-Pierre Raffarin ? Non, parce que je crois qu'on a un débat là-dessus. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que pensent les Français ? Est-ce que les Français sont favorables à l'Europe à 28 ? Est-ce que les Français sont favorables à Schengen tel qu'il est aujourd'hui ? Est-ce que les Français ne veulent pas un peu plus de protectionnisme européen ? Et là où je mets en garde tout le monde dans ma famille politique, c'est attention. Attention aussi à entendre à un moment la voix des Français qui l'ont exprimée depuis longtemps et qui disent sur l'Europe, on ne veut plus continuer dans cette voie. Vous parliez de la voix des Français. Aujourd'hui, le président de la République, vous y avez fait allusion, a été hué à Carmaux. Ça vous rappelle un certain passage de la présidence de Nicolas Sarkozy ? Le fait que les Français manifestent leur colère à l'encontre du président ? C'est pas facile, hein, visiblement, d'être président de la République. Et c'est pas facile de tous bords. Mais je crois surtout que là, ce qui est en train de se passer, et l'exemple de Jaurès est flagrant, c'est que François Hollande abîme la fonction présidentielle. Jaurès, c'est une symbolique. Jaurès, c'est l'homme intègre. C'est celui qui avait une éthique personnelle qui allait jusque dans sa vie privée. C'est celui qui avait le sens de la parole, qu'il n'a jamais trahi. François Hollande est totalement à rebours de ça. Et donc, quand vous allez sur les terres de Jaurès à Carmaux, que vous cherchez à récupérer sa mémoire, ça ne se fait pas impunément. Parce que quand vous voulez parler de Jaurès, il faut être sûr que votre comportement personnel soit à la hauteur de l'exemple que vous voulez vous donner. Jaurès, c'est l'éthique absolue, poussée jusque dans la vie privée. Merci Laurent Wauquiez. On vous retrouve dans un instant pour la seconde partie de Tir croisé, dans un instant la météo et le journal avec Clément Méric. À tout de suite. On retrouve notre invité Laurent Wauquiez. L'actualité, c'est qu'il y a un an, l'Assemblée nationale votait le mariage pour tous. 331 députés pour, 225 contre, vous, par exemple. 7000 couples ont covolé depuis en juste noces. Est-ce que cette loi Taubira a bouleversé la société, selon vous ? En tout cas, elle ouvre incontestablement un chemin qui est un chemin nouveau, auquel je ne suis pas favorable. Vous avez marié, vous, des couples homosexuels au Puy-en-Velay ? Non, parce que j'avais dit clairement que comme maire, je ne souhaitais pas, moi, marier des couples homosexuels. Je trouvais ça hypocrite. J'ai été contre cette loi. Je n'allais pas faire semblant ensuite de me réjouir. Ce sont vos adjoints qui les ont mariés ? Oui, par contre, j'ai veillé. J'avais des adjoints qui, eux, n'avaient pas la même position que moi. Et donc, j'ai veillé à ce que les lois de la République puissent être appliquées quand même. Mais pour moi, ça ouvre la voie à une autre conception de la famille. J'y suis pas favorable. Je pense qu'il y avait une autre façon d'articuler et d'essayer d'organiser un respect, c'est-à-dire à la fois protéger les droits légitimes et les aspirations légitimes des couples homosexuels
Et en même temps, essayer de garder notre vision de la famille avec un père, une mère et des sexes différents. Ça n'a pas bouleversé la société non plus. C'est qui était le grand argument des anti-mariage pour tous. Non, mais je crois que ça ouvre la voie à autre chose. C'est une autre vision de société. Et derrière, je suis convaincu qu'on finira par aboutir, si on n'y fait pas attention, à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui. C'est pas ce que dit le gouvernement. Est-ce que l'homosexualité est pour vous contraire aux valeurs de la République, comme le disait Christine Boutin? Non, bien sûr que non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est juste, voilà, quelle conception de la famille est-ce qu'on promeut et est-ce qu'on est capable à la fois d'organiser le respect des aspirations des homosexuels tout en gardant un modèle qui est notre modèle de famille dont on est héritier depuis très longtemps. Si la droite revenait au pouvoir, qu'est-ce que vous souhaitez? Un référendum? Revenir sur cette loi? Qu'est-ce qu'on fait avec les couples déjà mariés? Moi, j'ai été très clair sur ce sujet et je crois que sur un sujet comme celui-là, ce qui compte surtout, c'est que les gens sachent ce que sont les convictions de chacun. Je ne demande pas à tout le monde de partager mes convictions, mais je veux qu'elles soient claires. Donc il n'y a pour moi aucune ambiguïté. Je suis favorable à ce qu'on revienne intégralement sur cette loi. Je ne cherche pas à me cacher derrière des mots. Certains disent on va réécrire la loi, en surtout évitant d'expliquer ce qu'ils ont en tête derrière. Moi, je suis pour qu'on revienne intégralement sur cette loi. On démarie les gens qui se sont mariés? Non, parce que ceux qui se sont mariés, il y a le respect de la situation qui a été ouverte. Mais on a le droit de... toujours mariés. Oui, mais on a le droit de changer. Donc, on peut revenir sur une loi. Si vous prenez en termes de retraite, il y a des gens qui ont des retraites avec des régimes différents. On peut avoir, pendant une phase, on aura ouvert cette possibilité. Et puis ensuite, la souveraineté du peuple, c'est de pouvoir changer. D'accord. Et donc les couples qui ne pourront pas se marier vont forcément porter plainte. Je ne suis pas sûr que ce soit un cas de figure qui soit extrêmement favorable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien dans la Constitution qui l'interdit. Parce que, mettez-vous juste dans le cas de figure inverse, ça signifierait qu'on a définitivement verrouillé l'expression de la volonté et du suffrage universel. C'est-à-dire que même si on voulait, on ne pourrait plus revenir sur cette loi. Ce serait la seule loi au monde contre laquelle le peuple, les députés, un président de la République ne pourraient pas revenir. C'est incompréhensible. Il y a une nouvelle approche, visiblement, de Laurence Rossignol, la nouvelle ministre de la Famille. Elle va rencontrer le collectif de la Manif pour tous. Ça va dans le sens du dialogue, selon vous? C'est bien, mais c'est tard. C'est bien, parce qu'il faut écouter, et je pense que ce dialogue-là a profondément manqué, mais c'est tard, parce qu'on aurait préféré que ça vienne avant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de mépris dans cette période-là? Moi, je respecte vraiment, et je comprends très bien ce que sont les demandes des couples homosexuels. Mais je demande aussi qu'on respecte ma position, parce que je pense qu'elle est aussi respectable. La Manif pour tous va proposer aux candidats aux élections européennes, qui auront lieu dans un mois, d'adhérer à ces principes européens pour la famille et pour l'enfant, et de les rejoindre dans un intergroupe pour contrer le lobby homosexuel. Est-ce que vous approuvez? Ce que j'approuve, c'est qu'on défende ces idées. Et donc, oui, on voit bien qu'il y a un petit risque au niveau de Bruxelles, au fond, qu'on cherche à contourner ou à forcer ce débat. C'est vraiment pour moi un débat national, c'est une question de souveraineté, ça n'est pas un sujet communautaire. C'est un risque de quoi? On l'a vu, par exemple, lors d'un dernier rapport qui avait été présenté aux députés européens, dans lequel il y avait un certain nombre d'éléments, y compris sur la gestation pour autrui, sur la procréation médicalement assistée. Ce n'était pas directement dans le texte, mais on voit bien qu'il y avait cette volonté un peu de forcer par le biais de Bruxelles le fait de dire, c'est la vision de la famille et nouvelle, et tout le reste serait de la discrimination. Donc, ça n'est pas qu'il y a un lobby homosexuel à Bruxelles qui tente d'influencer? C'est pas ce que je dis. C'est juste, il y a une démarche de la part d'un certain nombre de personnes qui sont dans la communauté homosexuelle, qui cherchent à pousser leurs idées. C'est normal. Il n'y a pas à leur reprocher, mais c'est normal aussi. Oui, mais c'est normal aussi que ceux qui sont en face défendent aussi leurs idées. Ça fait partie de la démocratie. Lors de la prochaine loi famille, la ministre souhaite l'instauration d'un mandat d'éducation quotidienne pour le beau-parent. C'est vraiment indispensable quand 1,5 million d'enfants vivent dans des familles recomposées. Ça, pour moi, c'est des vrais sujets. Les vrais sujets sur... Les autres ne sont pas des vrais sujets. Non, mais je pense que ce sujet sur les couples séparés, sur les femmes seules qui peuvent se retrouver abandonnées du jour au lendemain, sur les pensions alimentaires qui ne sont jamais versées, ou en tout cas dans beaucoup de situations, on a des pensions alimentaires qui ne sont pas versées. Par les maris? Oui, bien sûr, avec des recours en justice qui sont souvent inopérants. Là, pour moi, on est aussi sur des questions de famille qu'on traite rarement et qui sont pourtant des questions de vie quotidienne pour des millions de Français. Il n'y a pas de vrais sujets, de faux sujets, Laurent Wauquiez. Il n'y a pas les faux sujets qui concernent les couples homosexuels et les vrais sujets qui concernent la famille traditionnelle. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est moi, non. Si. Il y a des sujets avec lesquels je ne suis pas d'accord, qui ne sont pas mes convictions. Il y a des sujets sur lesquels je considère que là, c'est des priorités et que je mets devant. Ça, c'est ma liberté. J'ai le droit de considérer que certains sujets sont prioritaires et d'autres, je les considère comme moins prioritaires. Très bien, on aura bien compris votre position. On va maintenant accueillir Audrey Pulvar dans Tir croisé. Bonsoir Audrey. Bonsoir Laurence. Bonsoir Monsieur Madame Wauquiez. Pulvar.
Je reviens avec vous sur le scrutin des européennes. Vous avez parlé avec Jean-Claude Dacy tout à l'heure. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient à l'UMP, puisqu'il y a eu des voix qui l'ont demandé, que Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer avant le 25 mai ? Je pense qu'il n'a pas besoin de mon autorisation. Non, mais, si jamais est-ce que c'est un souhait de votre part ? J'ai ni d'attente ni d'interdit. Qu'il ait envie de s'exprimer sur les européennes, il l'a déjà fait. Il l'avait fait lors d'un déplacement à l'UMP. Je trouverais stupide de dire un ancien président de la République n'a pas à s'exprimer sur ces questions. Valéry Giscard d'Estaing s'est exprimé sur les questions européennes. Jacques Chirac, il lui est arrivé d'intervenir. Je ne vois pas au nom de quoi Nicolas Sarkozy serait soit condamné au silence, soit à la parole. C'est lui qui décide. Mais vous ne pensez pas que ça serait de nature à mobiliser votre électorat ? Je pense vraiment que, objectivement, on a un travail à faire. C'est notre travail, il faut qu'on le mène. Après, si Nicolas Sarkozy a envie de s'exprimer, j'ai envie de dire tant mieux. C'est sa décision, c'est pas la mienne. Est-ce que ces élections européennes doivent être, selon vous, un prolongement du scrutin des municipales, par exemple ? Est-ce que vous appelez à sanctionner François Hollande et le gouvernement ? Je me méfie beaucoup de ça. Je vois bien une petite tentation chez certains, y compris dans ma famille politique, à dire « l'Europe, n'en parlons pas trop ». C'est tellement simple. Il suffit de dire « envoyer un carton rouge à François Hollande ». Sauf que c'est des vrais sujets, ce dont on parle. L'Europe, ça affecte notre vie quotidienne. Les enjeux de protectionnisme européen ou non, pour nos emplois et nos entreprises, ça compte. Les questions de l'évolution de Schengen, ça compte. Des questions comme Erasmus, c'est des sujets importants pour la formation de nos étudiants. Donc moi, je refuse radicalement cette approche de l'Europe où, au fond, parce qu'on n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, parce qu'on fait du filet d'eau tiède, on met gentiment la poussière sous le tapis et on préfère dire sanctionner Hollande. Non. D'accord, donc l'Europe vous êtes mérite contre mieux. l'idée de faire de ces européennes un référendum, entre guillemets, anti-François Hollande, mais plus l'occasion de défendre l'idée d'une nouvelle Europe. Exactement. Je veux qu'à l'occasion de ces élections européennes, on porte un message clair. On veut changer l'Europe. Est-ce que le haut score annoncé du Front National doit influer sur la campagne de l'UMP, selon vous ? Non, mais il doit pour nous sonner comme une alerte. De plus en plus de Français et d'Européens considèrent que l'Europe ne marche plus. Est-ce qu'on laisse le monopole de ce discours au FN ? Et est-ce qu'on laisse le monopole de la solution du repli national ? Ou est-ce que nous, on est capable de mettre d'autres propositions sur la table, comme le noyau du racisme, comme l'idée du protectionnisme européen, comme le fait de proposer de sortir de Schengen ? Et ce dont je me méfie, c'est au fond un discours européen qui serait un espèce de compromis dans lequel rien ne se détache, où on fait ce que j'appelle de l'eau tiède et qui n'est pas clair ni identifié. Alors, vous parliez à l'instant avec Laurence Harride du mariage pour tous. Il y a eu une autre réforme qui a été extrêmement combattue par l'opposition et notamment par l'UMP, c'est la réforme des rythmes scolaires, sur laquelle Manuel Valls a laissé entrevoir lors de son discours de politique générale un assouplissement. Il devrait y avoir un nouveau décret de publié dans quelques jours par Benoît Hamon. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les communes dans lesquelles cette réforme est expérimentée, finalement, ça marche pas si mal. Et d'après l'Éducation nationale, 90% des maires seraient prêts à l'appliquer en septembre. Est-ce que faire campagne pour un boycott de la réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas un peu à contretemps aujourd'hui ? Moi, je veux juste tirer une sonnette d'alarme. On parle d'économie. La réforme des rythmes scolaires, ça coûte 1 milliard d'euros. Sur une réforme qui, et là tout le monde est à peu près d'accord, n'est pas sur le cœur des missions scolaires, puisque c'est juste les activités périscolaires. Non, mais c'était une demande, ça a été longtemps une demande de l'UMP. D'ailleurs, Luc Châtel, qui était ministre de l'Éducation nationale, oui, tout à fait. a lancé toute une réflexion sur la question. Ça a été une demande également régulière des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. C'est la première question que moi je pose. Est-ce que dans la période actuelle, vous voulez mettre 1 milliard d'euros sur des activités périscolaires ? La deuxième, et celle-là, c'est une question de pair. Dans mon département, en Haute-Loire, on va supprimer des postes d'enseignants, contrairement aux promesses qui avaient été faites, alors même que j'ai plus d'enfants cette année que l'année dernière. Cet argent qu'on met sur l'activité périscolaire, est-ce qu'il ne serait pas mieux employé à embaucher quelques professeurs pour éviter de fermer des classes ? Donc vous êtes contre l'assouplissement, enfin la réduction du temps scolaire. C'est quand même une demande, y compris de l'opposition. J'essaie juste de hiérarchiser mes priorités. Et je pense qu'entre eux, et là je parle en tant que parent, entre avoir du temps pour que mes enfants fassent de l'activité périscolaire et avoir de l'argent pour s'assurer qu'en face de chaque professeur, il n'y ait pas trop d'élèves, je préfère clairement la deuxième option. Vous êtes en train de demander plus d'enseignants, alors ? Je suis en train de dire que... C'est quand même un gros reproche qui est formulé à François Hollande par l'opposition. Audrey Pulvar, je suis très précis. Oui. Je suis en train de dire que le milliard d'euros qu'on va gaspiller sur les activités périscolaires, je préfère qu'il soit mis pour avoir des professeurs. Et ma troisième remarque, c'est que ce qui me gêne, c'est pas en soi les rythmes scolaires, c'est le fait que c'est les communes qui payent
et que donc ça ouvre la voie à une école à 2 vitesses. Commune riche, beaucoup de moyens. Il y a une dotation de l'État également. Non, je suis maire, je l'applique chez moi. Une partie sera financée par Non, c'est tellement exigeant, il y a tellement de critères que dans une commune comme la mienne, mais encore plus dans des communes rurales, au Puy-en-Velay, comme dans des communes de Haute-Loire, on n'arrive pas à remplir les critères pour avoir accès aux dotations. Donc c'est un marché de dupes. À l'inverse, vous êtes à Neuilly, vous êtes à Lyon, vous êtes à Nice ou à Montpellier. Vous avez les moyens de faire une gigantesque politique scolaire. Et donc on ouvre la voie à une école à 2 vitesses où nos enfants n'auront pas le même enseignement selon qu'ils sont dans une commune riche ou dans une commune avec moins de moyens. Foncièrement, ça c'est le cœur de ce qui me choque dans cette réforme. Ce serait l'éducation nationale qui le porterait, à la limite je pourrais comprendre. Mais le fait d'ouvrir une école à 2 vitesses qui dépend de la richesse de chaque commune, ça me choque totalement. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'être venu ce soir dans Tir Croisé. Je rappelle le titre de votre livre Europe, il faut tout changer aux éditions Odile Jacob. Dans un instant, le journal avec Clément Méric et puis 100% politique avec Julien Arnaud. A tout de suite sur RIC.